Une reconstitution numérique du crime de Crépol a commencé ce matin au palais de justice de Valence, reconstitution numérique, et on va faire de la pédagogie judiciaire. Voilà, pourquoi cette reconstitution, pourquoi numérique, comment ça marche, on va en parler avec Raphaël Grabli, spécialiste des questions numériques, Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Mais d'abord, on va tout de suite aller sur place, retrouver Romain Ethuin au palais de justice de Valence. Pourquoi une reconstitution numérique, Romain, et pas en réel ? Eh bien écoutez, c'est une décision qui a été prise par mesure de sécurité d'une part et aussi pour éviter de parasiter ce petit village de Crépol. Donc voilà, cette reconstitution numérique, elle est basée sur une modélisation en 3D de toute la scène de crime, basée sur les constatations des enquêteurs ainsi que les interrogatoires qui ont été menés, et les 14 personnes mises en examen vont défiler à la barre durant les 15 prochains jours pour exprimer leur version des faits, leur point de vue. Un avocat des parties civiles nous décrit un petit peu ce fonctionnement. Écoutez-le. Vous imaginez une sorte de jeu vidéo avec des personnages qui vont se déplacer. Évidemment, en termes de jeux vidéo, c'est ce qui s'approche le plus en termes d'image de ce que l'on voit. Mais je pense que personne ne perd de l'esprit ce à quoi correspondent en réalité les images auxquelles on assiste et que l'on participe à reconstituer. Voilà, jeu vidéo, c'est pas forcément la bonne expression. Effectivement, on va rappeler les faits. Novembre 2023, Crépol, petit village du nord de la Drôme, on est à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère. Balle du village, il touche à sa fin. Thomas est poignardé, il meurt, il a 16 ans. 14 suspects sont mis en examen dans ce dossier, 9 sont en prison pour homicide volontaire ou tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Et en fait, tous sont là, au palais de justice de Valence, avec quelques 50 parties civiles. C'est pas la première fois qu'on reconstitue numériquement un crime, Raphaël Grabli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement comment ça fonctionne ? Alors de façon extrêmement simple, et avec les images qu'on va vous diffuser, c'est un appareil, tout simplement un laser. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit apparaître à l'écran. C'est une sorte de caméra qui va scanner l'environnement avec du laser. Ça prend quelques minutes, quelques dizaines de minutes sur des scènes de crime parfois très importantes, et qui va ensuite déterminer au millimètre près l'emplacement de chaque objet, de chaque mur, de chaque fenêtre, et qui va permettre en fait de créer un double numérique, un double en 3 dimensions de la scène de crime, qui peut ensuite être exploité. Alors, ça fait des dizaines d'années, 25 ans que ce type de technologie est utilisé. Il y a aussi des nouveautés, ce qui permet aussi dans l'exploitation, notamment grâce à de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous couplez ce modèle 3D avec un casque de réalité virtuelle, et ça permet en fait de revivre la scène en temps réel. Comme ça, voilà. Exactement. Voilà. Et de resituer ceux qui étaient présents. Et typiquement, un usage très concret. Vous avez un témoin qui vous dit « Oui, mais à 10 mètres au sol, j'ai vu un couteau ». En reconstituant la scène, vous mettez le casque par exemple ou sur un écran, l'enquêteur va pouvoir lui dire « Attendez, oui, sauf qu'entre vous et le couteau, sur mon modèle numérique, il y a une table. Donc vous ne pouviez pas avoir ce couteau. » Et donc ça permet tout simplement de pouvoir vérifier et corroborer certains témoignages, en plus de reconstituer tout l'environnement et d'y accéder à n'importe quel moment. Ça, c'est très important. Donc, un expert judiciaire s'est rendu à Crépol, il a numérisé la scène, et lorsqu'on va confronter évidemment ces images à tous ces gens qui sont au tribunal de Valence pour 2 semaines, eh bien, vont peut-être être mis en évidence un certain nombre d'incohérences. Oui, absolument. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en lumière les circonstances exactes du drame, alors qu'on va le rappeler, les 2 magistrats instructeurs, 2 ans après les faits, ignorent toujours qui est l'auteur des coups de couteau mortels qui ont été portés au jeune Thomas. Donc mettre en évidence d'éventuelles incohérences dans le récit de tous ces protagonistes, à la lumière des éléments matériels. S'il y a un mis en examen qui dit « Mais moi, je me trouvais à cette position-là, devant moi, il y avait une table, je n'ai pas pu porter des coups de couteau », eh bien, regardez, il n'y avait pas de table, monsieur, devant vous, comme le montre la scène en 3D. Donc c'est l'avantage de cette technologie, c'est un acte d'enquête, d'instruction qui est somme toute classique. Ce qui est assez inédit, c'est la forme, puisque d'habitude, une reconstitution, on se rend sur le terrain. Là, souvenez-vous, le drame s'est noué en pleine nuit, donc ça va être très compliqué pour les enquêteurs de déterminer les responsabilités de chacun. Ça a un coût, une reconstitution, il faut mobiliser énormément de gendarmes, et puis on connaît la tension qui règne dans ce village, avec donc des risques peut-être pour les personnes qui ont été mises en examen, si d'aventure il y a des personnes qui souhaitent s'en prendre à elles. Donc on a fait le choix aujourd'hui de ne pas se transporter sur les lieux, mais bien de faire appel à la technologie. C'est la technologie au service de la justice. Et qui peut aider en fait à mieux comprendre les choses, notamment sur cette histoire de vision nocturne. Ah oui, exactement. En fait, on peut paramétrer l'éclairage après coup. Donc on peut simuler
simuler en fait certaines heures. Effectivement, il y a tout l'aspect détail. Avant des reconstitutions, ça se soldait par un album photo. Aujourd'hui, et c'est ça qui est le plus important, c'est on peut se mettre à n'importe quel point de vue dans l'espace. On peut se mettre au plafond ou à la place de n'importe quelle personne qui aurait témoigné. Boris, c'est important de le rappeler, tout le monde est là. Oui, les 14. C'est-à-dire que les 14 mises en examen, les parties civiles, ça fait combien de... 53 parties civiles et 5 victimes, celles qui ont eu le plus de blessures sévères qui seront présentes. Les mis en examen ont ordre de se rendre au tribunal judiciaire pour au moins 15 jours. En revanche, les parties civiles, c'est au bon vouloir de chacune de ces parties civiles. Évidemment, on peut aisément l'imaginer, elles vont vouloir assister à ces expertises et à cette reconstitution numérique. Et chacun en fait va être interrogé jour après jour et ça va rajouter, enrichir ce film en fait. Le dossier de l'instruction. Ce dossier, mais en images, en 3D. Il y aura la consultation bien évidemment de ces films en 3D, mais il y aura également un interrogatoire de la part des 2 magistrats instructeurs. On va rappeler que ces mises en examen, ils peuvent, s'ils le souhaitent, garder le silence, mais on va les interroger sur la chronologie précise des faits, leur rôle ce soir-là, les circonstances, et puis surtout l'objectif principal pour les magistrats instructeurs, c'est savoir qui a porté ces coups de couteau mortels au jeune Thomas, âgé de 16 ans. Donc au moment des faits, c'était il y a maintenant quasiment 2 ans. Donc dans cette scène, il y a des avatars et les personnes qui ont été présentes sur place se mettent aussi dans la position où elles étaient le jour où ça s'est passé ? Absolument, ouais. En fait, vous pourrez resimuler en permanence chaque paire d'yeux de personnes qui étaient sur la scène de crime pour vérifier s'ils pouvaient bien voir quelque chose ou pas. Avec la luminosité, en augmentant un tout petit peu, en baissant la luminosité, ça permet vraiment de rejouer en fait la scène à l'infini. Romain Ethuin, vous avez des précisions sur la façon dont vont se dérouler ces 15 jours? Bien, tout à fait. D'abord, il faut savoir que pour l'instant, les prévenus ne sont pas encore entendus. Un avocat de la défense nous confiait qu'aujourd'hui, c'était plutôt des témoins de la scène qui allaient s'exprimer. Mais les prévenus, ils vont commencer à s'exprimer normalement en milieu de semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque prévenu aura un laps de temps différent selon le moment où il était dans la soirée. C'est-à-dire que selon le niveau d'engagement des prévenus, on va cranter telle ou telle temporalité pour chaque prévenu, et puis surtout ils auront beaucoup de temps pour s'exprimer, puisqu'un autre avocat des parties civiles nous disait que chaque prévenu pourra à peu près s'exprimer durant toute une demi-journée. Donc il va vraiment y avoir la possibilité en effet de confronter les versions des faits et surtout, vous l'avez dit, les incohérences potentielles. Raphaël, est-ce que l'intelligence artificielle déterminera demain qui est le criminel, comme il y a une médecine prédictive, il y aura peut-être une criminologie prédictive? Alors, en tout cas, c'est un outil. Donc, clairement, si on entre... Alors, il y a déjà des logiciels qui le font, mais sur de l'imagerie, c'est plus lourd. Si on entre certaines données, effectivement, l'intelligence artificielle pourra aider à proposer peut-être des scénarios plus favorables, plus vraisemblables. Après, non, ça n'est pas l'intelligence artificielle qui dira qui est le coupable. Ça restera évidemment une charge, et heureusement, humaine. Merci à tous. On suivra évidemment ce que donne cette reconstitution numérique inédite par son ampleur. Ça va durer 15 jours. Merci également à Louis Léger depuis Valence.